Au Burkina Faso, le feuilleton de la dernière tentative de coup d'État manqué se poursuit avec des aveux télévisés d'Ahmed Kinda, ancien commandant des forces spéciales arrêté au Niger par la police nigérienne, puis remis aux autorités de son pays, qui s'est exprimé donc que ce Ahmed Kinda dans les liens de la détention et donc naturellement sous une certaine forme de contrainte. Il faut préciser, Ahmed Kinda cite comme complice l'ex-président de la transition Paul-Henri Sandaogo Bamiba et ses deux journalistes. Il parle également de mercenaires originaires de la République centrafricaine qui auraient été contactés. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Alors c'est dit que ce nouveau feuilleton, enfin ce nouvel épisode dans le feuilleton des coups d'État dans le coup d'État au Burkina et d'ailleurs dans les autres pays de l'AES continue de tendre la situation interne et régionale. Oui, c'est exact. Il y a aujourd'hui des tensions à l'intérieur de chacun de ces pays, particulièrement pour le Burkina, qui nous a habitués depuis un moment à des épisodes de tentatives de déstabilisation assez régulières, presque tous les mois ou presque toutes les 6 semaines. Je crois que ça traduit la difficulté des résultats dans la lutte contre le terrorisme et le revers sécuritaire. Et comme on sait, le premier coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré a été fait justement au prétexte que les civils n'étaient pas capables d'assurer la sécurité, puisque sur le plan démocratique, on sait que Roch a été réélu en décembre 2021. Il a été renversé en janvier 2022. Et une des raisons que les militaires ont avancé, c'était l'incapacité de Roch à établir un rapport de force acceptable avec le groupe djihadiste. Sauf que c'est lui qui a renversé Roch Damiba, au bout de 8 mois, n'avait pas réussi à renverser le rapport de force. Et c'est lui qui a renversé Damiba, lui non plus n'a pas réussi à renverser le rapport de force et il s'est dit que, puisque c'était l'argument que j'ai avancé, d'autres peuvent avoir l'idée de me renverser moi-même. Donc il vit avec cette idée et régulièrement, donc, on voit des coups d'État réels ou supposés, des disparitions de personnes, des réquisitions, y compris des magistrats. Donc le pays se retrouve dans cette situation qui, à mon avis, est une crise dans la crise. Il y a aujourd'hui une superposition de crises. La crise sécuritaire qui n'obtient pas de résultats, il faut le dire, et l'instabilité politique. Donc l'association de l'instabilité politique et du défi sécuritaire font qu'aujourd'hui... La crise économique aussi. La crise économique, bien sûr, puisque quand la sécurité n'est pas là, l'économie ne va pas. Par exemple, les importations, pour parler d'une situation que je connais, compte tenu de la fermeture de la frontière avec le Bénin, les importations du Niger doivent passer à partir du port de Lomé par le Burkina, puisque le Niger n'a pas de frontière avec le Togo, il faut passer par le Burkina, et on n'y arrive pas. Les tentatives, les escortes militaires ne permettent pas de le faire parce que la situation sécuritaire n'est pas bonne. Donc tout ça crée aujourd'hui une situation qui, à mon avis, est inquiétante parce qu'il y a de plus en plus de rapprochement de groupes terroristes vers les grands centres urbains. Beaucoup de gens disent que c'est peut-être pas dans l'agenda des groupes terroristes de prendre les grandes villes, sinon aujourd'hui, ils sont en capacité de le faire dans beaucoup de pays du Sahel. Il ne suffit pas de prendre une ville militairement, il faut aussi la contrôler, parce que les peuples d'Afrique de l'Ouest ne veulent pas des djihadistes. Bien sûr. Sous aucun prétexte, ils se révolteraient. Non, les gens n'acceptent pas, y compris dans des pays qui sont de fortes traditions musulmanes. On n'a pas besoin de ce discours. En réalité, même le discours djihadiste, l'islam et la charia sont convoqués comme instruments. En réalité, dans la pratique, le comportement de ces gens n'a rien à voir avec les principes de l'islam. Alors Wilfried, il faut croire que les autorités de transition burkinabé avaient besoin de montrer que leur affaire était sérieuse. Ils ont communiqué il y a environ 10 jours, ils recommuniquent il y a quelques jours avec des preuves, c'est-à-dire des témoignages télévisés, sous la contrainte, parce que c'est des témoignages télévisés de prisonniers, peut-être pour répondre à ceux qui disent qu'ils inventent des coups d'État. Ben oui, c'est dans la logique des choses, en fait. S'il y a une affirmation sans élément de preuve, on dira que ce sont des phrases bateaux, des affirmations gratuites. Alors là, il y a des preuves et ce serait un peu
de la malhonnêteté intellectuelle que de dire, bon, ce sont des aveux sous la contrainte et donc ils ne sont pas crédibles. Je ne sais pas ce qu'il faudrait fournir comme preuve supplémentaire au-delà de ça. Monsieur Ahmed Kinda a donné des détails lors de son arrestation. Il dit, voilà, j'avais un rendez-vous avec un partenaire, un complice pour une cache d'armes. Il n'est pas venu au rendez-vous, dont j'ai informé monsieur Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, j'ai informé monsieur Barry, le journaliste, voilà, et c'est monsieur, un journaliste ivoirien, monsieur Ado. Nigéro-ivoirien. Oui, monsieur. Serge Mathurin, qui le malheureux n'est pour rien là-dedans. Non, monsieur selon les propos de monsieur Kinda, c'est monsieur Ado qui a fourni la logistique de l'hébergement. En fait, ce sont les paroles, c'est pas les paroles du gouvernement burkinabé, ce sont les paroles d'Ahmed Kinda, sous la contrainte, oui, mais ce sont les paroles d'Ahmed Kinda quand même qui fournissent ces détails-là. On va revenir sur Serge Mathurin, si on peut en dire. Il est évident que quand on est arrivé au pouvoir par coup d'État, il est évident qu'on doit s'attendre à en subir. Ça, c'est clair, parce que d'une manière ou d'une autre, la première cause d'un coup d'État en réponse à un coup d'État, c'est que ceux qu'on a renversés en ont, voilà. Ils essayent d'une manière... Ils méditent leur revanche. Oui, et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso du temps de Gilbert Diendéré, qui a tenté de récupérer ce qu'il estimait être sa propriété qu'il avait perdue. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Ça a mieux fonctionné avec Ibrahim Traoré aujourd'hui, et il n'est pas exclu qu'un Paul-Henri Damiba essaye de faire une Diendéré 2.0. Une Diendérade. Oui, alors ça c'est d'un maintenant. De deux, il est aussi à noter, et ce n'est pas un complot que de le dire, que beaucoup de gens, que ce soit les mouvements djihadistes, que ce soit certains alliés il y a des convergences d'intérêts, même de la part de certains pays ou de certaines puissances extérieures, voient d'un mauvais œil l'avènement de l'Alliance des États du Sahel. Je ne vais pas vous rappeler l'exemple de l'Ukraine qui, prétextant son conflit avec la Russie, qui n'a rien à voir avec la réalité malienne, a affirmé, a reconnu et s'est réjoui d'avoir soutenu des mouvements terroristes lors notamment de l'attaque de Tinzaouaten. Donc si Ibrahim Traoré et Assimi Goïta aujourd'hui disent qu'il y a des complots contre eux, ils disent le fait. Du point de vue occidental, il est clair qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude d'être l'accusateur. On a moins l'habitude d'être l'accusé. Et c'est pour ça que la chose est perçue autrement quand M. Abdoulaye Diop va par exemple dire à Bruxelles ou à la tribune des Nations Unies telle puissance est co-responsable des tragédies qui arrivent à nos pays. J'ai même des éléments de preuve. On va crier au complot. Pourtant, c'est l'exercice qu'on a toujours fait du point de vue occidental contre ces pays-là, dont il y a la collusion de toutes ces réalités-là qui ne s'excluent pas mutuellement. Il y a l'enjeu sécuritaire, les djihadistes qui essaient de gagner du terrain. Il y a eu l'attaque de Barça-Logo il y a quelques semaines, c'était le 24 août, où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jinim, a reconnu être derrière cette attaque. Le but étant de créer la confusion, de semer le désarroi pour ensuite éventuellement attaquer la capitale, pendant que les forces seraient dispersées et sécuriser les autres zones du pays. Cela n'exclut pas qu'il y ait en même temps des gens qui, parce qu'ils ont une convergence d'intérêts avec ces groupements terroristes, vont également essayer de renverser ces régimes. Théoriquement, sachant que les preuves pour l'instant ne sont pas établies, un témoignage d'un prisonnier, c'est pas tout à fait une preuve, même si c'est un élément. Fabrice, on parle de plus en plus de filières de mercenaires centrafricains, y compris sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Comment l'expliquer ? C'était plutôt une tradition tchadienne et même burkinabé, le mercenariat international. Je vais répondre à ta question. Juste une toute petite réaction. Je souscris à peu près à l'analyse que fait Wilfried, mais je pense quand même qu'il y a une impression de fragilité. Il y a quand même, on sent que ce pouvoir burkinabé est pris en étau à la fois entre les groupes terroristes dont tu as parlé, mais également toute la pression politique et puis le rejet, comme tu le disais aussi, des voisins, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, la CEDEAO en général en tant qu'institution. Mais quand même, le tableau d'ensemble est quand même assez douteux. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a une tentative de coup d'État, quand il y a quelque chose d'aussi grave qui se passe,
évidemment, il y a une enquête qui a été diligentée. On doit suivre le déroulement de cette enquête, venir à la télévision nationale, présenter des aveux de Ahmed Kinda, qui est présenté comme le cerveau de l'opération. Ça donne. Commandant des forces spéciales. Ça donne, certes. Si on ne l'avait pas fait, on aurait réclamé à minima un élément comme celui-là. Ça donne, oui. Il y a un piège, parce que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, et il y a une pression médiatique sur le thème. Est-ce que c'est vraiment vrai ce complot? Oui, mais en fait, si vous êtes convaincu de la véracité de la chose, il n'y a pas besoin d'essayer d'organiser une opération de communication là-dessus. Laissez la justice faire son travail. Et c'est la justice interne, c'est la justice burkinabé. Donc on ne va pas dire en plus. Oui, qu'il y a des ficelles qui seraient tirées de l'extérieur. Mais je comprends quand même que ce pouvoir est vraiment sous pression parce qu'il est rejeté. On en a parlé avec la francophonie. Il ne faut pas négliger le poids de la rupture diplomatique avec la France. Justement, je voulais qu'on parle des Centrafricains. Maintenant, sur les mercenaires, alors juste rappeler que c'est le résultat, on a appris cette information grâce à Jeune Afrique qui a mené une enquête. On n'a pas encore la matérialité de la chose. Le gouvernement centrafricain a démenti cette information. À voir, Jeune Afrique, c'est un journal assez sérieux, mais il faudrait, je pense, attendre d'avoir plus d'éléments pour vraiment dire, parce que je vois cette façon de titrer en disant les tirailleurs de Poutine qui seraient les tirailleurs africains de Poutine. Il y a des vidéos de Centrafricains sur le front. Bon, il y a aussi le gouvernement centrafricain n'a pas démenti l'information, a démenti avoir connaissance justement de cette manœuvre du recrutement. Moi, j'avais juste un point par rapport aux éléments. De la parole à Geneviève. Ah oui. Alors, Geneviève, on connaît à grande distance que tu entretiens avec les dirigeants burkinabés pour parler en litote. Quel regard tu portes sur ces aveux et plus généralement sur l'existence de réseaux de déstabilisation des pays de l'AES partant, notamment de pays voisins? Moi, je suis très réservée sur des aveux sur la contrainte, comme ça, devant la télévision nationale, de quelqu'un qui est prisonnier et qui est amené à s'exprimer pour entériner finalement une rhétorique qui est celle du pouvoir et sa propre culpabilité. Je suis très gênée sur de ce qu'il dit sur Serge Mathurin. Alors, je voudrais quand même dire un mot là-dessus. Serge Mathurin, Adou, journaliste nigéro-ivoirien. Absolument. Journaliste ivoirien, au départ, établi au Niger depuis une vingtaine d'années, où il a des enfants, un foyer, etc. etc. J'ai le sentiment que Serge Mathurin, je ne sais pas ce qu'il a fait, enfin, j'ai l'impression qu'il a effectivement aidé, peut-être hébergé quelqu'un, sur la base d'une amitié avec un journaliste burkinabé, mais qu'il est absolument pour rien dans une tentative de coup d'État, si tant est qu'il y a eu tentative de coup d'État, ce que je ne peux pas affirmer, évidemment, puisque là, il y a eu des aveux sous la contrainte. Moi, je suis en relation assez régulière avec son frère, que tu connais peut-être, qui est Geoffroy-Julien Kouao, donc, qui est un politologue ivoirien, et qui est très ferme. Enfin, son frère, Serge Mathurin, n'a jamais eu aucune volonté de déstabiliser le pouvoir burkinabé. Donc ce garçon est une victime collatérale de quelque chose qui le dépasse. Il est aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, on ne sait pas trop où, en prison quelque part, on ne sait pas dans quelles conditions il vit, son épouse n'a pas de nouvelles de lui, ses enfants n'ont pas de nouvelles de lui. C'est juste dramatique, quoi. Ça serait quand même bien que la presse, notre profession, mon ancienne profession, ton profession, se mobilise pour lui. Et encore une fois, il n'a rien fait. Il a peut-être été piégé en hébergeant, en acceptant d'héberger quelqu'un à la demande d'un ami. Ça, c'est possible. Mais est-ce que ça mérite une disparition de cette nature ? Je ne le crois pas. Enfin, donc, alors, je voudrais qu'on fasse un dernier... Je trouve ça dramatique. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table en évoquant... Pardon, je n'ai pas répondu à ta question, du coup, donc je vais quand même y répondre. Est-ce qu'il y a des tentatives de déstabilisation des États voisins ? Je ne peux pas y répondre, c'est possible. La réciproque existe aussi. On a quand même le sentiment de volonté de déstabiliser la Côte d'Ivoire depuis le Burkina. Peut-être avec la présence de Guillaume Soro ? Peut-être avec la présence d'un opposant ivoirien, en tout cas qui serait ravi de voir le régime ivoirien. C'est plus qu'un ancien chef rebelle. Ancien chef rebelle, exilé, aujourd'hui. Bon, mais voilà.
Donc on a le sentiment quand même que si le régime ivoirien, pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière, comme tu le sais, pour Alassane Ouattara, mais en même temps, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire bascule dans le chaos. Et je pense que certains seraient aussi ravis de voir la Côte d'Ivoire basculer dans le chaos. Donc les deux sont valables et les deux se nourrissent l'un de l'autre, en fait. Je voulais qu'on évoque quelque chose auquel j'ai pensé, le syndrome Sékou Touré. C'est-à-dire, effectivement, Sékou Touré, c'était un président qui était vraiment sujet à de nombreuses tentatives de déstabilisation et qui a sombré pour cette raison dans les abus et la tyrannie. Est-ce que nous, en tant qu'observateurs, on peut regarder les dérives des pouvoirs militaires en Afrique sans penser et sans avoir peur du syndrome Sékou Touré, d'ailleurs en Guinée aussi, en Guinée c'est un peu moins le cas parce qu'il n'y a pas de pression internationale sur la Guinée, mais sur ces pays-là, est-ce que finalement, même si les raisons d'avoir peur sont réelles, est-ce qu'on ne peut pas basculer dans quelque chose, notamment avec les arrestations d'enfants d'opposants, avec des choses qui finalement aggraveraient la situation et feraient basculer les pays? Non, ça c'est absolument intéressant et c'est important. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans un défi sécuritaire qui, à lui seul, est une crise importante. Le relever est déjà quelque chose d'important. Le défi sécuritaire lui-même a créé le défi économique, a créé la situation démographique, a créé le défi alimentaire, parce qu'il faut dire aussi la famine menace certaines régions de ces pays qui sont confrontés à cette situation. Maintenant, y ajouter le non-respect des droits de l'homme, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est celui de l'institution judiciaire, de la liberté des individus. À partir d'éléments, quand dans un pays, on envoie des magistrats au front, ça pose un problème, ça interpelle. Qui va être le recours dans ces conditions? Donc ça, c'est effectivement une préoccupation. Et je pense que plus longtemps les situations comme ça de confusion, de non-droit, d'absence même d'agenda politique, vont dire. Parce qu'aujourd'hui, le problème au Sahel, c'est aussi l'absence de lisibilité politique. Quand est-ce que ces transitions vont prendre fin? Dans quelles conditions? Comment on va organiser les élections? Tout ça, il y a ces problèmes d'incertitude. Et ça crée la situation dont vous avez parlé, la possibilité justement qu'on puisse arrêter des gens, on puisse mettre des gens en prison sur des bases un peu fragiles. Moi, mon voisin a parlé de fragilité et je crois que je vais aller dans son sens parce que pour moi, par exemple, lorsqu'on regarde les protagonistes qui sont de ce complot présumé, ils sont quand même éparpillés. Le député Aziz Diallo, l'ancien maire de Dori à Bangui, une partie, Ahmed Njambari est ici à Paris, avec Bassolé, comment s'appelle, Damiba et Alomé. Je ne sais pas dans quelles conditions, parce que vous savez, le coup d'État, pour avoir vécu dans un pays qui a connu des coups d'État et avoir moi-même écrit 2 ouvrages sur les coups d'État, il y a quand même, le coup d'État est une conspiration. Et lorsqu'on veut conspirer, on prend des précautions pour que ça ne se sache pas. Mais c'est ça. Mais si vous communiquez par Internet, et puis la dernière chose, à mon avis, qui moi, me refroidit beaucoup par rapport aux éléments, y compris aux éléments qui ont été avancés, même ces aveux que vous avez rappelés, dans quelles conditions ils ont été obtenus. Vous savez, le Togo a permis, c'est le Togo qui a permis un peu de l'installation d'Ibrahim Traoré. Parce que quand les événements se sont produits, il y avait un rapport de force et un risque d'affrontement dans l'armée burkinabé. Et il y a eu une médiation pour qu'il n'y ait pas d'affrontement, y compris des légitimités religieuses au burkinabé, qui ont permis donc cet accord-là dans lequel il était inscrit que Damiba quitte le pays et s'installe au Togo. Moi, d'après en tout cas les éléments que je sais, c'est qu'une des conditions, c'est que Damiba réside au Togo, et il réside à Lomé, sans se mêler vraiment de la politique intérieure de son pays. Et je ne vois pas le Togo le laisser avoir un activisme au point de comploter à partir de son pays. Vraiment, au final, moi, j'attends vraiment des éléments. On a consacré beaucoup de minutes à ce sujet. 2-3 mots à vous trois et on change. Je pense qu'aujourd'hui, de toutes les façons,
il va falloir effectivement un peu de lisibilité, comme le disait mon voisin. Je suis conscient effectivement que la situation sécuritaire empêche le pouvoir burkinabé de fixer clairement comment dire, un agenda politique clair, mais on ne peut pas vivre ad vitam aeternam sur la menace que comporte le terrorisme. À un moment donné, il va falloir être clair. Malheureusement, aujourd'hui, ils subissent vraiment, ils payent les frais de cette guerre qui se passe, de cette guerre un peu sourde, parce que, enfin, nous, vu de l'Occident, c'est pas quelque chose qui attire autant que ça l'attention. C'est pas la fameuse guerre contre le terrorisme quand Paris est attaqué. Voilà, c'est pas le Moyen-Orient, alors qu'il y a des décès, il y a des pertes. Je pense que la communauté internationale, au lieu de se braquer comme ça, comme elle le fait à tout va avec ces pays, aurait dû être à leur côté, comprendre qu'il y a des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles, il faut les soutenir au lieu de se braquer. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire aujourd'hui que les choix qui sont faits sont les mauvais. Ils ont le droit, les pouvoirs de l'AES, de se défendre, s'il y a des coups d'État évidemment, de se défendre de la menace terroriste, et c'est légitime. Alors, Wilfried, quelques mots. Hein. Oui, enfin, je pense que il faut veiller à ce que le narratif aille dans la direction de compatir avec la nation burkinabé, le cas échéant, en vue de la résolution du conflit. Mais le narratif qu'on entend la plupart du temps, notamment de l'extérieur, c'est depuis qu'ils sont aux fonctions, ils sont incapables de résoudre la situation. Le pape François a fait une sorte de prière le 1er septembre, l'Angelus, dans laquelle il a dit, voilà, soutien à la nation burkinabé, et je condamne notamment la fameuse attaque de Barça Logo. Les dirigeants de l'AES ne se lèvent pas un matin et inventent des accusations. À Barça Logo, le 24 août, c'est 200 personnes qui ont perdu la vie, des civils qui avaient été employés pour creuser des tranchées qui serviraient justement pour repousser d'éventuels assaillants. Et c'est justement pendant ce travail-là qu'ils ont été cueillis. Et voilà, près de 200 personnes qui sont décédées. Et le 24 août, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a à peine un mois. Donc, lorsque les dirigeants burkinabés évoquent les différentes incursions des djihadistes et les différentes meurtrissures dont ils sont victimes, prenez l'exemple de la France. Imaginez que Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice intervenait tous les 2 mois. On a vu le dispositif mis en place après les différents attentats. On n'a pas parlé de la France comme un État failli. Maintenant, on a aussi vu la froideur de la France à être aux côtés du peuple malien après la grosse attaque de Bamako. Oui, exactement. Il y a eu un communiqué de l'ambassade, tardif d'ailleurs, et pas d'Emmanuel Macron lui-même. Et des réactions qui vont plutôt dans le sens, regardez, ils ont du mal à résoudre la situation. Mais je veux dire, quand on voit le dispositif de l'opération Sentinelle, le plan Vigipirate, quand on voit les premiers jours qui ont succédé aux différentes attaques, et qu'on s'imagine que le Burkina Faso est dans cette situation de manière permanente, on peut comprendre peut-être la fébrilité, je n'utiliserai pas le mot, mais on peut comprendre le fait qu'il soit à fleur de peau plus ou moins, même si je désapprouve évidemment les arrestations quand elles sont arbitraires, l'envoi au front de personnes qui n'y ont rien à faire, etc., etc. Cela n'exclut pas, d'un autre côté, que lorsqu'on parle de volonté de déstabilisation des mouvements terroristes et éventuellement de puissances externes, cela n'exclut pas que cela puisse être vrai. L'Ukraine l'a d'ailleurs confirmé il y a quelques semaines. Et ce n'est pas parce que les autres ne l'ont pas confirmé qu'ils n'y sont pas impliqués. Oui, Geneviève. Moi, je reviens à ta question. Sékou Touré, paranoïa, suite à... Moi, j'inverserais la problématique. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est dès le départ... Enfin, je me souviens de mai 2023, j'ai été rechercher les dates. Mai 2023, il y a eu un communiqué de la FIDH qui déjà dit son inquiétude. La FIDH, ce n'est pas un mouvement spécialement néocolonial, qui dit son inquiétude devant les appels au meurtre de journalistes, de leaders d'opinion, les montages contre les journalistes, les influenceurs qui influencent le capitaine, le jeune capitaine Traoré. Influenceur qui conseille aujourd'hui d'enlever les enfants de ses opposants, et il le fait. Donc, c'est pas juste l'échec, c'est pas juste la fragilité du régime, et c'est pas juste la paranoïa. Elle est initiale, la paranoïa, je crois. Elle remonte au début du capitaine Traoré. Voilà. Et aujourd'hui, comme effectivement, il se rend compte qu'il n'arrive pas à reprendre la main sur le terrain, et que donc il risque lui-même, pour la raison pour laquelle il a fait un coup d'État, d'être lui-même l'objet d'un coup d'État.
eh ben forcément, il devient de plus en plus paranoïaque, de plus en plus dur. Mais il y a quand même une société civile, il y a toujours une société civile au Burkina quand même. Donc j'ai le sentiment aussi que le peuple commence à se montrer un peu plus réticent vers son régime. Après, Vous ne parlez pas des attaques terroristes, Geneviève. Mais Vous êtes, si, je dis, il vous êtes focalisé sur l'échec du gouvernement, oui. mais contre le terrorisme. Mais l'échec contre quoi? Contre le terrorisme. Vous ne parlez pas en fait de l'horreur du terrorisme en soi et du fait que le terrorisme était horrible en soi, mais pardonnez-moi. Vous faites le commentaire. Non, mais attendez. Non, parce que là, on peut pas dire que je. Non, mais je vous entends. Vous faites le commentaire d'un régime qui ne s'en sort pas et vous appuyez dessus. Je fais le commentaire d'un régime qui n'arrive pas, qui a pris le pouvoir pour lutter contre le terrorisme parce qu'il allait faire mieux et qui fait plutôt moins bien. Mais est-ce que vous voyez et c'est le cas, c'est le cas dans tous les pays de l'AES. Est-ce que vous prenez le Niger étant le cas d'école le pire, en fait. Est-ce que vous prenez acte du fait que les terroristes se sont renforcés avec davantage de soutien extérieur depuis que les dirigeants de l'AES sont aux fonctions? L'Ukraine n'était pas impliquée à l'époque. Là, l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui finance le terrorisme au Burkina, au Niger. Écoutez, faut pas non plus dire n'importe quoi. Non, c'est pas moi qui dis, c'est le porte-parole du renseignement ukrainien, monsieur Andrei Youzov, qui se félicite d'ailleurs de l'appui qu'ils ont donné à ceux qui ont mené... Non, je parle de l'Ukraine. Madame, je parle de Tinzaouaten. C'était bien avant, dans le nord du Mali. Oui. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du renseignement militaire ukrainien. D'ailleurs, l'ambassade d'Ukraine à Dakar était très heureux. Il a publié sur sa page Facebook. Il a publié sur sa page Facebook un message de réjouissance, carrément, de la fameuse attaque. Donc, l'une des explications de l'exacerbation de la crise est aussi à chercher là-bas.